les réactions chimiques et plus particulièrement, elle va concerner les derniers examens. Dans le dernier examen, celui de septembre-octobre, la première question qui est demandée ou qu'on nous donne, c'est il y a une réaction du nitrate de plomb, sauf que j'ai oublié d'indiquer mon crayon, voilà, avec le chlorure de sodium en solution aqueuse, et ça donne lieu à la formation d'un précipité. J'ai mon bic qui ne marche pas. Voilà, ça ira mieux quand je l'aurai penché. D'un précipité. L'équation moléculaire, attention, il est bien dit non pondérée, qui traduit cette réaction, est donnée un peu plus bas. Écrire l'équation moléculaire pondérée qui traduit cette réaction. Ok, ça c'est assez sympa comme étape. On regarde combien on a de PB. J'en ai un dans les réactifs, un dans les produits, c'est parfait. Je regarde maintenant pour les Na, j'en ai un et un de chaque côté, c'est facile. Je vois que par contre j'ai un problème pour les Cl. Là j'en ai deux et ici j'en avais qu'un. Donc je vais sûrement avoir quelque chose, on va déjà écrire, on va réécrire les noms des différents éléments. On va se laisser de l'espace. Voilà. Et encore le dernier élément, le NaNO3. Donc déjà ici, je vois que j'ai 2 Cl, donc je sais déjà que je vais avoir 2 NaCl. Mais si j'ai 2 NaCl, je vais avoir un problème ici, il va me falloir 2 NaNO3. Donc j'ai maintenant 2 NO3, ça tombe bien, j'en voulais 2 NO3 et je les avais. Et je vérifie que mon PB n'a pas bougé, je suis contente. Voilà, on vient de gagner 2 points. À l'aide des tables données au verso du tableau périodique, identifier et écrire la formule de précipité obtenue. OK. Le précipité est soit PbCl2, soit NaNO3. Je n'ai pas d'autre choix, puisque le précipité, je dois le trouver dans mes produits. Donc, il faut regarder, et pour ça, on va écrire les ions. C'est Pb+, pardon, Pb2+, parce qu'il y aura 2 Cl ici, Cl-, ou bien j'ai l'autre solution qui est du Na+, et du NO3-. Je vais maintenant chercher, ça c'est vache ça, je vais plutôt faire ignorer. Ça c'est pas sympa, il vient d'effacer tout ce que je viens de faire. Pas gentil. Donc je vais retrouver dans le tableau, sur les précipités, où vous avez le Pb2+, je le vois, alors je vais laisser mon tableau ainsi. Donc j'ai le Pb2+, champ noir, et qui va réagir, on a dit, avec du Cl-, ce qui va faire, est-ce que je peux changer la couleur? Ça serait top. Oui, je peux changer la couleur. Qui va me donner un S souligné et avec une petite étoile. Ça, c'est un des tableaux qu'on retrouve lors de l'examen. Et j'avais aussi le Na+, qui devait réagir avec du NO3-, ce qui va me donner un grand S. Pour avoir un précipité, eh bien, en gros, le précipité, je l'ai dans tous ces éléments-là. Dans celui-là, ou dans celui-là aussi. Donc, si j'ai le petit s, c'est possible.
Si j'ai un S souligné, ça c'est sûr que ça peut être c'est un précipité. Celui que j'ai une couleur, la même chose. Ou celui qui a avec une étoile, donc soluble à chaud, ce sont des précipités. Donc tous les ronds, comme ça, ce sont des précipités possibles. Maintenant, par rapport à ceux que j'avais, j'ai un seul dans mes deux présente la caractéristique du précipité, c'est le PbCl2-. Donc on vient de l'identifier. Ok, je retourne à l'examen. Je nous remets comme ça pour qu'on voit mieux. Je remets rapidement l'équation qu'on avait trouvée. PbNO3 plus 2NaCl donne du PbCl2 plus 2NaNO3. Et donc on a trouvé que, comment je l'ai identifié, donc j'ai cherché à Pb2+, croisement avec Cl- donne S souligné ça, c'est-à-dire précipité à chaud, soluble à chaud, donc voilà mon précipité, d'où précipité, et j'ai écrit la formule, c'est le PbCl2. On me demande le nom, ça il faut se rappeler ce que vous avez vu en CE2D, du PbLCl2, ça va être on commence par le deuxième morceau, et on le met ur, donc ça va faire du chlorure de plomb. Ça va vous savoir que Pb c'est plomb, parce que ça c'est pas dit à l'examen. Dans cette réaction de précipitation, on demande les ions spectateurs. Les ions spectateurs, ce sont ceux qu'on retrouve et qui n'ont servi à rien. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui n'a servi à rien, qui était marié avec les autres et qu'on retrouve, c'est le Na, et celui aussi qui n'a servi à rien, c'est le NO3-. Ils étaient mariés avec d'autres, et on les retrouve à la fin, mis ensemble, ils ne sont rien passé avec eux. On demande d'écrire maintenant l'équation ionique simplifiée et pondérée de la précipitation. C'est-à-dire qu'on va y mettre uniquement les éléments importants. C'est-à-dire qu'on va y mettre le Pb2+, plus le Cl- qui nous donne du PbCl2 solide, puisqu'il est précipité. Mais attention, j'ai 2 Cl, donc ici je dois mettre un 2 devant. Ça doit être une équation simplifiée ionique, il faut quand même qu'elle soit bien pondérée. Il avait même donné l'information. C'est quand même mieux d'indiquer ici que c'est aqueux, ici que c'est aqueux, et autant qu'on y est, eux n'ont peut-être pas indiqué, mais ça serait quand même... Ah oui, on ne peut pas encore le savoir qu'ici il y a du solide. Donc, ok, on peut ne pas l'écrire. L'écrire l'équation ionique simplifiée et pondérée traduisant la dissolution du nitrate de plomb. Donc maintenant, on veut savoir le PbNO3 aqueux, comment il va se dissoudre. On a vu, doit récupérer du Pb, donc il va faire du Pb de plus du NO3-. J'ai deux groupes, donc on va bien pondérer, et on met un 2 devant le NO3-.
On n'oublie pas d'indiquer que tous ces petits éléments sont aqueux. OK. Maintenant, c'est la partie la moins sympa, et c'est celle qui vaut le plus de poids. Donc, il va falloir se concentrer. Calculer la masse de précipité théoriquement obtenue à partir de 16,55 g de nitrate de plomb et d'une quantité suffisante de chlorure de sodium. Pour se faciliter, on se réécrit encore une fois notre équation. Et bien sûr, on écrit toujours celle qui est pondérée. Pourquoi on a besoin de l'écrire? Pourquoi on a besoin de bien la connaître? Parce qu'on a besoin de savoir combien de moles d'un produit vont réagir ou donner combien de moles d'un autre produit. Donc, alors, normalement, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné comme information, c'est une masse. On a donné la masse nitrate de plomb. On nous dit qu'on en a 16,55 grammes. Et on sait qu'ici, on en a. On va l'appeler X. On en a. Ça, c'est la masse initiale. Bien sûr, en masse initiale, je n'en ai pas des deux côtés, dans les produits. Je connais les masses molaires. Alors là, moi, autant que j'y suis, j'écris les masses molaires si je peux directement pour tout. Alors, mais comme j'ai pas mon tableau devant moi, ça va être plus compliqué. Je vais un petit peu tricher, je vais aller récupérer un peu des informations. Le plomb, c'est 207,2 plus 2 fois 14 pour l'azote, plus 6 fois 16 pour l'oxygène. Ensemble, cela me donne 331,2 grammes par mol. Alors, on va en faire aussi directement pour la masse molaire du PbCl2. C'est 207,2 plus 2 fois celle du chlore. Le chlore, c'est 35, je pense que c'est un 9. 35,95. Attention que je refais peut-être là une faute de frappe. Il faudra relire la valeur. Ça donnerait 278,1 grammes par mol. Ok. Donc, maintenant que j'ai la masse et la masse molaire pour le PbNO3, je peux donc calculer le nombre de moles initial que je vais avoir de PbNO3. Comment je l'obtiens? Je fais la masse que je divise par la masse molaire. On vérifie bien les unités, c'est des grammes. Grammes par mol, ça me donnera bien des moles. Alors, c'est 0,05 mol. J'ai déjà fait l'exercice, donc je peux récupérer mes chiffres. Bien sûr, en mol initial, j'ai rien de ce côté-ci, rien de ce côté-là. Par contre, on sait quelque chose. On sait que une mole de PbNO3 deux fois donne une mole de PbCl2. Ça, c'est cool. 1, c'est sympa. La partie des X ici, ben, simplement on sait qu'on a suffisamment de produits. C'est-à-dire que ce n'est pas l'élément qui va bloquer ou ralentir ou empêcher l'utilisation complète des grammes de PbNO3,2. C'est ça qu'on nous a annoncé. Donc, c'est pas l'élément bloquant, c'est pour ça qu'il n'est pas important pour résoudre cette équation. Si on vous dit qu'il est en quantité suffisante, ça veut dire qu'il, entre guillemets, il ne va pas limiter, il ne va pas être
important pour le travail. Donc, une mole de PbNO3 donne une mole de PbCl2. Sauf que j'ai pas une mole, j'en ai 0,05 mol. Donc, finalement, combien je vais obtenir de mol de PbCl2? Je vais obtenir 0,05. Puisque on vient de dire que le NaCl n'est pas un élément bloquant, on va le consommer, il peut peut-être même y en avoir encore qui restent. Donc je vais pouvoir utiliser toutes mes moles de PbNO3,2 et on a vu qu'une mole de l'un donne une mole de produit. Mais j'en ai pas une, j'en ai 0,05, donc j'obtiens 0,05 mol de PbCl2. Comme je connais la masse molaire du PbCl2, on l'a déjà calculé, je peux donc définir que la masse finale, ici j'ai plus rien en plomb, je vais ici mettre que j'ai x', c'est-à-dire que j'ai une autre valeur, x' peut être égal à 0, ou il peut rester une quantité, mais on s'en moque ici, c'est pas important. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas la trouver. Et ici, la masse, c'est 0,05 fois 278,1 mol fois des grammes par mol, ça va bien me donner des grammes. Et ça me donne donc comme masse 13,9 grammes. C'était la réponse qu'on vous demandait. Voilà, j'espère que ça, maintenant celui-là, ça vous a plu et que vous savez le faire parce que avec ça, on aurait combien? On aurait gagné 17 points. C'est cool, hein? Ok, exercice suivant. On va faire le 5 ici. Une solution de sulfate de cuivre 2 a été versée sur du fer en poudre. Ok, on voit bien notre fer. Que devient le fer qui disparaît? Là, il faut comprendre qu'on est dans les redox, toutes les choses comme ça. Donc, notre fer, je ne sais pas où je suis en train d'écrire ici, alors, notre fer, qui était du Fe solide, va se décomposer en quoi? Si on regarde dans les équations, la seule chose qui pourrait se décomposer, c'est en du Fe2+. On va mettre AQ, qu'on ne sait pas quoi faire, plus, il est là et il est positif, mais le Fe solide, il était neutre, donc je vais devoir lui ajouter des électrons pour qu'il contrebalance. Comme ça, les charges vont s'équilibrer. Mais j'ai 2 positifs et ici j'ai un négatif, donc je vais avoir 2 électrons. Ainsi, je vais avoir bien mon équilibre. Nommé, donc que devient le fer qui disparaît? Il devient du Fe2+. AQ. Nommer, écrire l'équation pondérée traduisant votre réponse à la question 1. On vient de l'écrire. Quel est ce type de réaction? Est-ce que c'est une réduction ou une oxydation? Alors, il ne faut pas oublier, réduire, c'est diminuer. C'est diminuer mon nombre, mes électrons. J'ai pas diminué, j'ai augmenté. Enfin, je suis devenu positif. J'ai pas diminué, j'ai pas réduit. Donc, c'est une oxydation. Hop là. Ici, il faut écrire simplement l'équation. Est-ce que je vais pouvoir effacer? Et... Non. Oui. Gomme. Voilà. Pas très pratique, mais on va y arriver. Donc, il fallait simplement écrire ici l'équation que j'avais mis juste au-dessus.
Je vais pas remettre les explications, je vous les ai déjà données. Et donc le nom, c'est l'oxydation du fer. D'où provient le cuivre qui se forme? Ah oui, j'ai du cuivre là. Eh bien, il vient de où? Il vient du sulfate de cuivre. Il provient du sulfate de cuivre et donc ça, il faut savoir quelle est l'équation. On nous dit sulfate, c'est toujours du SO4. Ici, le cuivre, c'est du Cu, mais il peut y en avoir plusieurs sortes. Sauf qu'on nous a dit qu'il y avait un 2 ici. Donc, c'est du Cu2+. Et SO4, c'est toujours du moins. Et SO4, c'est toujours 2 moins. Mais si on veut le vérifier, il faut aussi vérifier qu'il y avait bien le 2 à côté du sulfate du cuivre. Comme ça nous permet de vérifier que c'est bien du Cu2+. Et donc du Cu2+. Nommez et écrire l'équation pondérée qui traduit votre réponse. Ok, ça veut dire que ici, je suis partie de la décomposition de mon sulfate du cuivre. Donc, sachant que la partie SO2 4- n'est pas la plus importante, c'est un ion spectateur. On prend donc le Cu2+, on va faire quelque chose et ça va nous donner, on voit bien que j'ai un dépôt, donc c'est du solide, du Cu solide. Je mets qu'il était aqueux ici. De 2+, comment je vais passer d'une charge 2 fois positive, comment je fais pour passer à une charge neutre? J'ajoute 2 électrons. J'ai donc réduit la charge pour arriver à du cuivre solide. J'ai donc fait une réduction du cuivre. Même, je dirais, des ions, ça serait plus propre, de cuivre. Alors, on peut même ajouter le 2 de nouveau, c'est toujours mieux. Quelle équation bilan correspond à la réaction écrite? En réalité, ça c'est assez gentil. Il suffit simplement de faire la somme de 5,2, donc 5,7, c'est 5,2 plus 5,5. On les met ensemble. Donc je dois avoir du Fe solide plus du Cu2+. Peut-être, ça dépend s'ils ont mis ou pas moléculaire ou ion. Mais cherchons où j'ai du Fe solide dans les réactifs. C'est déjà pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci. Ah ben dis donc, j'en ai pas beaucoup. Alors, vérifions, j'ai bien du Fe solide. Plus du cuivre de plus, oui, qui me donne du Fe de plus, oui, c'est ce qu'on avait vu. Plus du cuivre solide, oui, on est d'accord. On l'a donc identifié. Écrire la formule de l'oxydant. Ah, il ne faut pas oublier que l'oxydant se trouve dans la réduction. Oui, je sais, c'est très bizarre. Donc, c'est le Cu2+. Le C1, c'est le réactif de la réduction. C'est très très bizarre, je sais, mais c'est comme ça. On ne peut pas tout le temps avoir que des voyelles ensemble. Cette expérience constitue-t-elle une pile? Ah oui, on a vu pendant le cours qu'il y avait la pile classique avec du fer et du cuivre. Sauf que si vous vous rappelez, le dessin de ma pile, j'avais 2 petits béchers avec dedans
des solutions, puis je lui mettais des lames, des cathodes et des anodes. Je le reliais le tout par un fil conducteur et j'avais surtout ici un pont salin qui me permettait de fermer mon circuit. Ok, c'est pas mal. On peut se dire que j'ai bien mon fil conducteur entre les deux. Ok. Par contre, clairement, je vois pas mes cathodes, mes lames de cathode et d'anode. Et surtout, je ne vois pas le pont salin. Alors, ben, donc c'est une pile. Ben non. Non. Moi, je dirais simplement pas de pont salin. Ok. Maintenant, on fait l'exercice suivant. Question 6. La constante de dissolution de l'eau, KE, constante d'équilibre de l'eau, H3, c'est la concentration en H3O+, fois la concentration en OH-. Donc, ion hydronium et ion hydroxyde. Aussi appelé produit ionique de l'eau, caractérise l'équation chimique 2H2O donne à l'équilibre H3O+, plus OH-. Le produit ionique de l'eau varie avec la température, comme le montre le tableau ci-après. Ok, c'est sympa. Ah, ça tombe bien, cette valeur-ci, on l'a vu plusieurs fois dans le cours, on est content de la retrouver, ça nous rassure un petit peu. La conductivité électrique traduit la capacité d'une solution aqueuse à conduire le courant électrique. Ok, on nous donne l'info. Et puis maintenant, on va devoir répondre, c'est une sorte de QCM. Une augmentation de la température de l'eau, qu'est-ce que ça va faire? Ok, si j'augmente la température de l'eau, on passe par exemple de 25 degrés à 100 degrés, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma valeur de ma constante a augmenté. Oui, je sais, ça n'a pas l'air comme ça très visuel, mais de passer de quelque chose qui est dû comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, à quelque chose qui est juste comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, j'exagère un peu, mais on voit bien que le deuxième, comme ça, est beaucoup plus grand. Donc, ma valeur de ma constante a augmenté. Ça veut dire que, globalement, la concentration en H3O+, et en OH- a augmenté. Ça veut dire que j'ai eu plus de produits. Si j'ai eu plus de produits, c'est que j'ai été capable, que j'ai une meilleure solution aqueuse. Si j'ai une meilleure solution aqueuse, ça veut dire que je conduis mieux le courant électrique. Donc, j'ai augmenté la conductivité électrique de l'eau. L'ionisation de l'eau est endothermique, exothermique ou athermique. Donc cette superbe réaction ici. Ben, vu que j'ai réagi à l'eau, à la température, et que j'écris plus de produits, c'est qu'elle est endothermique. Parce que, donc, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Je reprends. Si j'ai augmenté ma chaleur, j'ai donc augmenté ma constante. Ça veut dire que j'avais augmenté
mes concentrations en produit. Donc, ma température a été transformée en un produit chaleur ou en air, pardon, la température m'a donné de la chaleur en produit, ou bien, et donc ça veut dire que les autres produits n'ont pas changé, ou bien cette chaleur a été dans les réactifs et m'a permis de produire plus. Ici, on voit bien qu'on dit que j'ai produit plus. Donc, l'augmentation de ma température m'a donné de la chaleur dans les réactifs en supplément. Ce qui veut dire aussi que je n'ai pas produit de la chaleur, donc je n'ai pas sorti de la chaleur, ce qui aurait été l'exothermique. Donc c'est pour ça que je suis endothermique. Alors pourquoi je ne suis pas athermique? Parce que je réagis avec la chaleur. C'est ce qu'on a déjà dit plus haut. Le point 3. Dans l'eau, H2O à 10 degrés. Que peut-on dire sur mes concentrations? Il faut savoir qu'à 25 degrés, j'ai la concentration en H3O+, est égale à la concentration en OH-. Donc déjà, seule chose qu'on sait, c'est que ça, c'est déjà pas la bonne réponse. Mais est-ce que je peux dire que, et je sais aussi que ma constante est plus faible, ce qui veut dire que le produit a diminué. Mais pour ça, je ne sais pas très bien. Ça peut être les deux éléments qui ont diminué, mais ils sont restés égaux, mais plus faibles. Ou bien ça veut dire qu'un peut avoir augmenté un peu, ou moins. J'ai pas assez d'informations pour le savoir, quoi. Donc, les données ne permettent pas de répondre. À 100 degrés, le pH de l'eau pure. Oh, pardon, c'était de l'eau pure. Oh, attendez. Je viens de dire une grosse bêtise. On va effacer ici. Si eau pure, j'ai tout le temps concentration en H3O+, est égale à la concentration en OH-. Quelle que soit la température. Ce qui s'est passé, c'est que mes deux concentrations ont diminué. Elles sont restées égales. Donc la réponse était celle-ci. Excusez-moi, j'ai pas fait attention que je suis avec de l'eau pure. À 100 degrés, le pH de l'eau pure sera. Ah, ça c'est une très intéressante question. On me dit qu'à 100 degrés, attendez, je vais écrire ici. À 100 degrés,
On me dit que ma constante d'équilibre vaut 7,41 fois 10 exposant moins 13, et c'est égal à ma concentration en H3O+, fois OH-. Mais au pur. Donc, concentration en OH- est égale à la concentration en H3O+. Je mets ceci dans mon équation ici. Ainsi, j'ai plus qu'une seule donnée, le H3O+. Donc, j'ai KE qui vaut 7,41 fois 10 exposant moins 13 est égal à la concentration H3O+, au carré. Hein, j'ai directement mis l'un par l'autre. Je sais aussi que la formule du pH dit que pH est égal à moins log en base 10 de la concentration en H3O+. OK? Donc, je peux mettre maintenant pH est égal à moins log en base 10. Concentration en H3O+, ben, je l'ai au carré. Donc, c'est, je mets une grande parenthèse, de la racine carrée. Oui, il me manque ici un chiffre. De racine carrée de 7,41 fois 10 exposant moins 13. Bon, là, je vous demande de me faire confiance. Parce que j'ai pas la machine, je ne peux pas le faire devant vous. Mais ça vaut 6,07. Donc à 100 degrés, le pH de l'eau pure sera inférieur à 7, puisqu'elle vaut 6,07. Voilà, avec ça, nous avons fait un examen en entier, le dernier examen. J'espère que ça vous montre un petit peu comment on peut jouer et quel type de questions que vous pouvez rencontrer et comment les résoudre. À une prochaine fois.